Pour ce colloque sur les enfants mineurs isolés, j'appelle Dominique Versini. Dominique Versini, maire adjoint de Paris, chargé de la protection de l'enfance. J'ai plus tous les titres en fait de Dominique. De l'enfance, des familles, des choses essentielles et des solidarités. Merci beaucoup Dominique. Et des personnes âgées, de toutes les solidarités. Merci. Merci beaucoup Marie-Rose. Bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir au nom de la maire de Paris dans ces salons de l'Hôtel de Ville. Tout d'abord, je voulais bien sûr saluer le professeur Marie-Rose Moreau, bien connue de tous, pour son engagement dans la santé, mais plus que la santé, tout ce qui concerne la prise en charge globale des enfants, des adolescents, et parmi eux, les enfants les plus vulnérables, parmi lesquels, bien sûr, les mineurs isolés, mineurs non accompagnés. Ça fait des années que nous nous connaissons et ça fait des années que nous participons à la construction d'un dispositif qui n'a pas été facile dans ses débuts, qui reste encore perfectible. Et aussi Marie-Rose Moreau et son équipe, et je veux saluer Serge Bouzna, le directeur du Centre Babel, contribuent à travers cette approche transculturelle à nous aider, à nous accompagner dans ces publics. Et je dis public au sens large, puisque si aujourd'hui nous allons parler des mineurs non accompagnés, l'approche transculturelle vaut aussi pour tous les réfugiés, tous les demandeurs d'asile qui arrivent sur Paris, puisque vous le savez, nous sommes quasi à la veille d'ouvrir un lieu d'accueil humanitaire pour les demandeurs d'asile, futurs réfugiés. Je veux aussi saluer Jean-Paul Raymond, le directeur de la DAZES, et aussi toutes les équipes de la DAZES, du SEMNA, et les équipes du DEMI qui travaillent en partenariat avec nous, DEMI de la Croix-Rouge. Je veux bien sûr saluer Madame Laetitia Dervilly, vice-procureure, chef de la section des mineurs du parquet de Paris, et aussi les juges des enfants. Je crois que Madame Lefebvre est présente, les juges du tribunal pour enfants qui aussi, depuis bien des années, œuvrent pour la protection de ces enfants. Je veux saluer tous les professionnels qui sont là, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur un colloque qui est issu d'une recherche-action dont nous parlerons beaucoup cet après-midi, mais je veux saluer donc tous ceux qui ont travaillé, tous les professionnels du monde de la recherche qui ont contribué à l'élaboration donc de ce guide dont nous parlerons, également tous nos partenaires de la protection de l'enfance, tous les partenaires institutionnels, tous les acteurs de la protection de l'enfance, qu'ils soient institutionnels, du département de Paris ou des secteurs associatifs habilités, et puis les bénévoles aussi qui s'impliquent auprès de ces enfants venus d'ailleurs. Alors moi je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce colloque parce que dans des fonctions antérieures, comme défenseur des enfants, j'ai eu à ouvrir le même colloque du temps où Myriam El Khomri était adjointe en charge de la protection de l'enfance. Bien des années se sont passées, mais les questions continuent à se poser. Beaucoup de choses ont avancé, mais beaucoup reste encore à régler. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, nous allons nous concentrer sur l'ensemble des questions qui touchent les mineurs non accompagnés et bien sûr, à travers cette approche transculturelle. Je veux aussi saluer la défenseure des enfants qui est présente et qui, auprès du défenseur des droits, contribue à rappeler les fondamentaux et à nous permettre aussi d'avancer à tout niveau institutionnel de l'État, du département, pour apporter les meilleures solutions pour ces enfants. Alors voilà, vous êtes très nombreux, donc c'est à la hauteur de l'intérêt que tout le monde porte pour ces enfants. C'est une question qui est prégnante, qui a commencé dans les années 90, tout doucement, qui s'est vraiment amplifiée dans les années 2000 et qui s'est nettement amplifiée vers 2010. Et encore plus récemment, l'année 2015, qui est une année importante, parce que c'est l'année où on a vu arriver massivement les flux de réfugiés.
Alors parmi les réfugiés, il y a principalement des jeunes adultes isolés, mais il y a aussi des familles avec des enfants, et il y a aussi un certain nombre de jeunes mineurs isolés étrangers. Et on voit bien, si on regarde les chiffres de la mission interministérielle sur les mineurs non accompagnés, que si sur l'ensemble de la France étaient recensés fin 2015 5 990 mineurs isolés, enfin mineurs reconnus, mineurs et isolés. Sur le premier semestre de 2016, ils sont déjà 5005, c'est-à-dire autant en 6 mois que l'année précédente. Et j'en fais l'analyse par les arrivées de flux de réfugiés qui amènent, même si ce n'est pas de façon massive, mais qui amènent quand même un nombre de jeunes mineurs non accompagnés. Alors je suis juste là pour poser le cadre rapidement. C'est vrai que c'est une question qui a été longtemps gérée seulement au niveau des départements, sans une politique nationale sans une politique nationale cohérente. Et du coup, on a vu se développer une grande variété de pratiques de prise en charge qui s'est développée à travers les politiques menées par les différents départements. J'ai moi-même eu l'occasion de me pencher sur cette question en 2003 quand j'étais secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion, et j'ai été à l'origine d'un dispositif qui est un peu l'ombre de lui-même aujourd'hui, mais que certains appellent encore le dispositif Versigny, ce qui est quand même assez intéressant, et qui était un dispositif de prise en charge des premiers mineurs isolés étrangers sur Paris, sachant que c'était la première fois où l'État assumait vraiment le fait de prendre en charge ces enfants dans la période intermédiaire, c'est-à-dire dans le temps de leur évaluation. Depuis, il a fallu attendre la circulaire Taubira de 2013, qui a posé pour la première fois un cadre réglementaire national en créant un dispositif national de prise en charge des mineurs isolés étrangers. Alors cette circulaire a connu des aventures puisqu'elle a été partiellement annulée par le Conseil d'État, mais c'est d'autant mieux puisque ça a permis à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance de consacrer le dispositif national de prise en charge des mineurs non accompagnés à un niveau législatif qui est beaucoup plus fort qu'une circulaire, parce que les circulaires sont faites pour expliquer ce que dit la loi, et donc quand la loi le dit, après on peut faire des circulaires, et c'est très bien. Et je profite à ce stade pour saluer très chaleureusement Dominique Attias, la vice-bâtonnière qui a été longtemps en charge du barreau des mineurs, des avocats, la vice-bâtonnière des avocats. J'entends qu'elle me rappelle le titre qui est extrêmement important. Et effectivement, j'en profite pour saluer les avocats d'enfants, des mineurs qui sont impliqués. Et Dominique, je le sais, c'est la raison de ta présence aujourd'hui, c'est cet engagement constant et permanent, y compris dans ces nouvelles fonctions. Voilà donc tout ceci pour dire que, puisque nous sommes sur Paris, il faut le dire rapidement, le département de Paris est un département d'arrivée. On le voit bien avec la question des réfugiés, c'est normal, c'est une ville-monde, c'est une ville-refuge, les gens arrivent vers les grandes capitales. Et ça a été le cas pour les mineurs isolés étrangers, et ils sont arrivés de façon vraiment importante dans les années au cours de 2010. Ça s'est amplifié de façon tout à fait considérable. Et il faut le dire aussi, les services du département de Paris, comme les services de tous les départements, n'étaient pas préparés à une arrivée aussi importante d'enfants, de ces enfants qui posaient des questions tout à fait inédites, très différents du public classique d'enfants confiés à la protection de l'enfance. Les questions inédites, tout le monde les connaît, elles font l'objet de grands débats et on continuera encore à y travailler. C'est la question de la nécessité pour le département d'évaluer leur minorité et leur isolement. Tout le monde le sait, ce n'est pas un exercice facile. Et d'ailleurs, bien que nous ayons progressé, c'est un sujet sur lequel nous allons continuer à travailler dans le cadre aussi du référentiel national qui est en train de s'élaborer sur les critères d'évaluation de la minorité et de l'isolement. Je crois que là, c'est quelque chose qui doit être encore vraiment travaillé au plan national et dans tous les départements pour que chaque acteur institutionnel, associatif, soit bien sur la même ligne dans l'évaluation de ces jeunes, dont, il faut le reconnaître, beaucoup de jeunes ont des âges qui s'approchent de la majorité.
Également, ces jeunes posaient des besoins nouveaux en termes d'accompagnement éducatif et social, d'apprentissage de la langue française, d'insertion sociale et professionnelle rapide. Pourquoi l'insertion sociale et professionnelle devait être rapide? Parce que pour ces jeunes se pose et se posera toujours, en tout cas pour ceux qui arrivent après l'âge de 15 ans, la question de leur régularisation, de leur situation administrative. Et il est extrêmement important, j'en reparlerai quand on sera sur la table ronde, il est extrêmement important d'avoir toujours en tête que si ces jeunes sont des enfants comme les autres, et d'ailleurs pour nous, ils sont totalement intégrés dans le schéma parisien de la prévention et de la protection de l'enfance, ils restent des enfants comme les autres, avec deux obstacles, celui à leur arrivée, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, et celui à l'arrivée de leurs 18 ans, c'est-à-dire celui de leur situation administrative s'ils sont arrivés au-delà des 15 ans. Donc ce sont vraiment des défis importants. C'est la raison pour laquelle nous avons un devoir d'évoluer en permanence. À Paris, nous avons dû faire face, les équipes ont dû faire face à une situation extrêmement compliquée. En plus, vous le savez, la cellule nationale de répartition des mineurs a été bloquée suite à l'annulation de la circulaire Taubira, mais ça a été bloqué pendant 1 an, donc bloquant les enfants sur Paris dans un dispositif qui n'était un dispositif de mise à l'abri temporaire. Et donc, aujourd'hui, maintenant, on dispose d'un dispositif. À Paris, nous disposons et nous avons toujours investi beaucoup, même si les résultats ont pu sembler à certains pas à la hauteur des problématiques de terrain. Mais néanmoins, c'est 80 millions d'euros qui sont investis à Paris. C'est 30% le budget de l'aide sociale à l'enfance. Et il faut quand même le dire parce que les chiffres ont un sens. Les mineurs isolés à Paris pris en charge par le département de façon permanente, c'est 1450 jeunes mineurs et jeunes majeurs qui sont pris en charge par le département. Donc c'est un effort conséquent et nous en parlerons après. Donc il y a ce plan d'accueil pour les mineurs isolés étrangers qui a été mis en charge, qui a été mis en place lorsque nous avons été élus, Anne Hidalgo et moi-même comme adjointe en charge de la protection de l'enfance, pour justement, conformément à ce qui avançait au niveau national, faire évoluer le dispositif parisien. C'est vrai que les recommandations du Défenseur des droits nous ont beaucoup aidés. Elles ont valeur de principe et nous avons toujours dit que nous souhaitions les suivre. Après, on ne bouge pas un dispositif en 5 minutes. C'est un travail extrêmement dur qui a été mené par les équipes du SEMNA et du DEMI, qui ont été aussi pas mal malmenés, je veux le dire, et je veux reconnaître leur investissement et leur sincérité. On aura encore à évoluer, mais bon, j'ai vu que dans les dernières recommandations du Défenseur des droits qui sont publiques sur son site, s'il nous a encore fait des recommandations d'évolution, il a reconnu l'effort considérable et la volonté politique certaine que nous avons de voir ce dispositif correspondre à ce que nous en attendons. Voilà, donc pour terminer, nous avons aussi voulu progresser dans la connaissance de ces jeunes, venus d'ailleurs, qui n'ont pas tout à fait le même parcours que les enfants d'ici. Je fais référence au livre de Marie-Rose Moreau sur les enfants d'ici et les enfants d'ailleurs. Et justement, avec Marie-Rose Moreau, le docteur Bouzna, les équipes de Babel, nous avons été très heureux de pouvoir soutenir la recherche-action qu'ils avaient en tête et qu'ils avaient proposé à nos services pour mieux comprendre le parcours de ces jeunes, la meilleure façon de les prendre en charge, de comprendre leur parcours, de les accompagner, de les intégrer. Et justement, c'est cette approche transculturelle qui est absolument indispensable que nous développions afin de permettre à l'ensemble de nos travailleurs sociaux, éducateurs, du département de Paris, mais aussi tous ceux qui travaillent dans les associations du secteur de la protection de l'enfance, qui sont nos partenaires, de mieux les prendre en charge et de leur permettre de s'épanouir en France, une fois tous les obstacles administratifs et juridiques réglés. Je souhaite une très belle journée et je vous remercie. Je redonne la parole.
Merci infiniment Dominique pour cette belle introduction. Effectivement, c'est un travail collectif c'est un travail non seulement la somme de tous ceux qui sont intervenus pour faire la recherche, s'occuper des enfants mineurs isolés, faire la recherche, la défendre, l'analyser, puis ensuite tous ceux qui ont participé à ce colloque et puis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, je vais les présenter au fur et à mesure, participent activement par leurs idées, par leurs engagements, par leur détermination à faire que les jeunes mineurs isolés qui arrivent à Paris avec bien peu de choses mais beaucoup d'illusions, ces jeunes enfants, adolescents qui déconcertent parfois ceux qui, avec la meilleure volonté du monde, veulent les accueillir et les aider à construire un projet à la hauteur de leurs espérances, un projet adapté à leurs besoins. Eh bien, on a fait de cette première constatation d'être déconcertés, on a fait un objet de recherche. Donc c'est l'étude NAMI dont on parlera, qui a été le déclencheur, disons, de ce colloque. NAMI signifiant Nouvel Accueil Mineurs Isolés Étrangers. Étude, comme tu l'as dit Dominique, faite par le Centre Babel, Centre de ressources d'intervention de recherche européen, dirigé par Serge Bouzna, à la maison de Solène. Donc c'est ce Centre Babel qui a mené, sous la coordination de Ramet Rajak, qui a mené cette recherche en collaboration étroite avec le service de la ville et grâce à la ville et grâce à tous ceux qui, à la ville, dans les différents services, s'occupent de ces enfants et de ces adolescents. Alors, elle visait à analyser les trajectoires de ces jeunes, la relation qu'ils établissent avec leurs travailleurs sociaux et à définir ce qui permet de construire un projet cohérent et réalisable, aussi bien pour les jeunes que pour tous ceux qui s'en occupent. Donc on verra et on mettra à la discussion les résultats de cette étude chemin faisant aujourd'hui, mais et c'est un des objets de cette étude, et juste dire effectivement que ce travail, nous l'avons mené donc avec l'idée d'un respect des droits de ces enfants, de leurs histoires, de leur courage, de leur détermination, de leur fragilité aussi et de leur spécificité. Alors, plusieurs éléments vont être discutés. La perte de l'enfance de ces jeunes gens trop vite propulsés dans un monde violent et inhospitalier, et le corollaire qui est la nécessité de les aider à se sentir accueillis pour pouvoir envisager l'avenir, cette question de la temporalité. La nécessité de ne pas les obliger à renoncer à leur histoire, à leurs souvenirs, à leurs liens, pour s'inscrire dans un nouveau projet ici qu'ils désirent ardemment, mais qui est parfois difficile. Nous devons également soigner leurs blessures, celles qui se voient, mais aussi celles qui sont invisibles et qui se devinent, et qu'il faut aller chercher, et c'est parfois difficile, pour pouvoir les consoler et les transformer. Alors cette recherche a montré l'importance des langues maternelles et du respect de leur manière de penser les choses pour qu'ils soient plus forts, et plein d'autres choses donc, que nous découvrirons grâce aux professionnels qui non seulement ont permis l'étude, mais qui ont participé activement à l'analyse et à la traduction dans des dispositifs d'accueil et de soins. Donc l'idée, au fond, ça serait qu'à travers cette recherche et toutes les recherches de ceux que nous avons invités, et on aurait voulu en inviter d'ailleurs plein d'autres encore, puisque ça c'est un signe optimiste. Il y a de plus en plus d'études et de questions autour de ces enfants et de ces adolescents, et donc on a là tout un vivier pour construire ce monde meilleur auquel aspirent ces enfants et ces adolescents et les professionnels qui s'occupent d'eux également. Alors, pour faire ce travail aujourd'hui
partager à la fois les résultats, les préoccupations, les engagements, les études, les autres études, les travaux européens qui ont été faits sur ce sujet. Donc on a imaginé donc de se rencontrer sous forme de table ronde. On va en commencer une dans une première minute et dans quelques minutes. Et on a invité des artistes qui vont nous aider à avoir aussi une sorte de petit pas de côté, de liberté par rapport à ces questions et de tendresse poétique, comme savent le faire les artistes. Alors je pense à Sancho, qui est un slammer, chanteur, un artiste extraordinaire que j'ai découvert moi il y a déjà plusieurs années, mais dont je suis toujours émue par sa capacité à faire et à dire des choses complexes sous forme artistique. Je crois, il me semble que Sancho, il est aussi éducateur dans certains moments de sa vie. Et donc, il y a sans doute aussi cet aller-retour. Alors, il a fait un très bel, on l'entendra tout à l'heure, et il a fait un très bel album qui s'appelle La Farofa de Paname, métissage du Brésil et de la France. Et puis, Pavot, également, un autre artiste, qui est lui aussi éducateur. Alors, lui, il est éducateur en protection de l'enfance le jour, et il est dessinateur la nuit. Il a fait une BD, je crois qu'il est même très impertinent, Pavot, de ce qu'on m'a dit, alors allez-y, Pavot. Je crois que vous avez fait une BD qui s'appelle La projection de l'enfance et qu'on retrouve sur la page de Pavot sur Facebook, par exemple. Donc, vous êtes autorisé à nous dire ce que vous pensez de nos questions par rapport aux enfants et aux adolescents mineurs isolés. Donc, on va commencer la première table ronde, avec Dominique Versini, notre maire adjointe à la mairie de Paris, chargée de la solidarité des familles, de la petite enfance, tout à l'heure je ne l'ai pas dit en entier, de la protection de l'enfance, de la lutte contre l'exclusion et des personnes âgées. Merci Dominique, donc tu seras dans cette table ronde. Ensuite, j'appelle aussi Daniel Senovilla Hernandez. Daniel, donc vous êtes ingénieur de recherche au CNRS en droit des migrations, rattaché à l'université de Poitiers au laboratoire Migrinter, qui est un laboratoire un observatoire de la migration des mineurs. C'est extrêmement important. Vous avez fait une étude en particulier à partir de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant appliquée aux mineurs isolés. Vous nous en parlerez. Alors ensuite, j'appelle également pour cette première table ronde Marie Derain. Marie, donc vous êtes conseillère pour les droits de l'enfant au cabinet de Laurence Rossignol. Auparavant, vous aviez été aussi travaillant au droit, avec la défenseur des enfants. Donc, vous êtes aujourd'hui donc conseillère avec Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Et nous avons souvent eu l'occasion de travailler sur ces questions de droits de l'enfant. Alors, merci à chacun d'entre vous. Et Daniel, je vous donne la parole pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs de leur invitation. Donc, ma présentation est une synthèse en 15 minutes, peut-être 16 ou 17, d'une enquête de terrain menée dans le cadre du projet européen MINAS entre 2014 et 2015. L'objectif de cette recherche était d'analyser l'interprétation législative et pratique du principe d'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il est appliqué aux mineurs isolés étrangers. Principe qui est défini, vous le savez bien, dans l'article 3, paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui établit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient l'effet des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Cette notion englobe
selon les comités des droits de l'enfant des Nations Unies, un concept triple. Il s'agit d'un droit de fond, les droits de tous mineurs, y compris les mineurs migrants isolés, à que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale au but d'aboutir à une décision les concernant. C'est aussi un principe juridique interprétatif. Les interprétations de dispositions juridiques doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et comme plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui sert plus efficacement à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la troisième dimension, il s'agit aussi d'une règle de procédure. Donc toute décision ou pratique concernant un enfant doit être prise en évaluant son impact positif et négatif sur les enfants concernés. La justification de toute décision doit expliquer comment le principe d'intérêt supérieur de l'enfant a été pris en compte. Concernant l'interprétation du principe à la situation spécifique des mineurs en situation de migration indépendante, les organismes internationaux, dont le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, l'UNICEF, distinguent deux étapes. Une première étape d'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue une procédure simple afin de déterminer les actions qui doivent être entreprises à l'intérêt du mineur lors de son arrivée, notamment en termes d'accès aux dispositifs de protection, d'hébergement, d'accompagnement éducatif, d'accès à la santé et à l'éducation, de nomination d'un tuteur, etc. En somme, cette procédure impliquerait une évaluation générale des besoins de protection immédiate des mineurs migrants, au lieu d'une évaluation exclusive de leur âge et de leur éventuelle situation d'isolement. La deuxième étape, dénommée de détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant, constitue une procédure formelle et fondamentale afin d'identifier une solution durable pour répondre à la situation particulière de chaque mineur isolé sur le long terme. Donc, suite à cette brève présentation théorique, je passe à présenter une synthèse de nos résultats, notamment ceux obtenus lors de nos enquêtes de terrain dans la ville de Paris. Et on peut souligner qu'une grande partie de notre recherche a été naturellement focalisée sur les aspects liés à l'accès à la protection des jeunes migrants qui, arrivés en France, déclarent faire partie de la catégorie des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés, comme le ministère de la Justice nous propose depuis le mois de mars 2016, en s'alignant donc avec les termes plus largement utilisés au niveau européen et international. Peu importe les termes utilisés, ce qui nous inquiète, ce qui nous pose problème, est que cette catégorie continue à être inexistante au niveau légal. La loi de 14 mars 2016 a encore une fois oublié d'inclure les termes mineurs isolés, auxquels on fait néanmoins référence en filigrane en utilisant l'expression mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille. Donc on a encore un nouveau terme, mais toujours pas de définition précise. Une définition légale qui met en risque les principes de sécurité juridique et qui paraît logiquement incompatible avec la définition d'intérêt supérieur de l'enfant que je viens d'évoquer. Mais au-delà des termes, la procédure dite d'évaluation sociale introduite par la bien connue circulaire de 31 mai 2013 et formalisée au niveau législatif par l'article 48 de la loi de 14 mars 2016 et surtout par le décret de 24 juin 2016, présente, tant dans sa formulation légale que dans son application institutionnelle dans la pratique, une série d'aspects qui nous semblent non conformes avec la définition de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Autrement dit, les institutions chargées de s'occuper de l'accueil, de la protection et de la prise en charge de cette population sembleraient méconnaître ces principes de droit international en donnant plutôt une considération primordiale à leur propre intérêt, notamment d'ordre financier. Les jeunes qui accèdent à la procédure d'évaluation sociale, parce qu'on nous signale de plus en plus de refus de guichet, ne vont pas faire l'objet d'une évaluation de leur situation actuelle et de leurs besoins de protection, comme le proposent les organismes internationaux des Nations Unies, mais plutôt un examen de leur appartenance à la catégorie, basé fondamentalement sur l'analyse de leur crédibilité, et cela à partir des éléments contextuels de leur situation dans leur pays d'origine et de leur parcours migratoire. Lors des entretiens sociaux, première étape au niveau administratif de cette procédure d'évaluation, on analyse l'appartenance à la catégorie,
les faits d'être mineur et les faits d'être isolé, à partir des supposées incohérences du discours du jeune. On demande d'apporter des informations précises concernant les parcours migratoires, on exige des dates, on examine l'apparence physique, les habits, la capacité de s'exprimer en français, etc. On applique en somme, dans notre analyse, un modèle d'entretien qui ressemble fortement à celui utilisé pour les personnes adultes qui demandent l'asile. Il s'agit souvent d'un seul entretien avec une durée relativement limitée, logiquement sans construire préalablement aucune relation de confiance, et donc dans des conditions qui engendrent un stress important chez les jeunes migrants et qui sont susceptibles de les induire à commettre des erreurs dans leurs propos. Mais n'oublions pas que les mineurs isolés ne sont pas nécessairement des demandeurs d'asile et que ces derniers bénéficient de toute une série de garanties de procédure établies par la directive de l'Union européenne du 26 juin 2013 auxquelles les mineurs isolés ne peuvent pas prétendre. Notons aussi la faible proportion des jeunes qui sont reconnus mineurs isolés suite à la procédure d'évaluation. Selon les chiffres du ministère de la Justice, 50% pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, pourcentage qui peut être bien plus important dans certains départements. Il faut souligner enfin que les décisions administratives de non-admission au bénéfice à la protection de l'enfance ne sont pas en général fondées à partir d'une considération du principe d'intérêt supérieur de l'enfant, mais plutôt à partir des arguments quasiment identiques sur les caractères stéréotypés ou incohérents du récit du jeune, qui ne permet pas de détailler sa condition de mineur et ou isolé. Et je vous pose les questions suivantes. Quels seraient les liens entre récits stéréotypés ou incohérence du discours et minorité d'âge? Quels seraient les rapports entre la maîtrise de la langue française, la marque de lunettes ou la marque de téléphone portable, le fait d'avoir été logé par des tiers et la condition d'isolement? En attente d'une réponse à ces questions, notre analyse montre que les pratiques d'évaluation à partir des entretiens sociaux sont pour l'instant souvent appliquées en défense de l'intérêt des institutions au détriment de l'intérêt des mineurs qu'ils reçoivent. Concernant l'intervention de l'autorité judiciaire, nos résultats montrent qu'au lieu d'analyser la situation du jeune et ses besoins de protection pour évaluer son intérêt supérieur, la plupart du temps, elle se limite à ordonner des mesures d'investigation complémentaires à l'entretien social, notamment une expertise documentaire et une expertise médico-légale. Concernant l'expertise documentaire, beaucoup de jeunes rencontrés lors de notre terrain avaient des papiers d'identité. Malgré la présomption de validité qu'établit l'article 47 du Code civil, le juge des enfants ordonne quasi systématiquement son expertise, normalement en sollicitant le bureau de la fraude documentaire de la PAF. La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 établit que lorsque les documents d'identité sont authentiques et s'appliquent bien à la personne qui les détient, sa vérification a pour effet de rendre inutile toute investigation complémentaire. Le même texte soulève que la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n'est pas en elle-même la preuve de la majorité de l'intéressé. L'application pratique de ces règles nous semble aussi loin de respecter les principes d'intérêt supérieur de l'enfant. Faut-il rappeler que selon les données de l'UNICEF, 230 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été enregistrés à la naissance. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes que nous avons rencontrés sur le terrain. Ce qui est plus, en application de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les services administratifs et judiciaires devraient assister les mineurs migrants sans document ou porteurs de documents non valides à reconstituer leur état civil. Au contraire, la contestation de la validité des documents d'état civil dont les jeunes sont porteurs a comme conséquence la privation de cette population de toute identité juridique, ce qui les empêche d'avoir accès même aux droits les plus basiques. Concernant l'expertise médico-légale, et malgré les questionnements déontologiques, éthiques et légaux qu'elle suscite, nous avons pu constater lors de notre terrain que certains magistrats ont ordonné des décisions de non-lieu à assistance éducative, basant leur argumentation exclusivement sur les résultats de cette expertise. Un point important à souligner est aussi l'absence récurrente de recueil préalable du consentement à cet acte de la part des intéressés et le fait qu'un refus
de se soumettre aux examens pourrait avoir de lourdes conséquences pour les jeunes candidats au statut de mineurs isolés étrangers. Je vais faire un point rapide sur le déroulement des audiences, où un bon nombre de témoignages que nous avons pu récolter coïncidaient sur le fait que les juges n'avaient pas vraiment évalué la situation des jeunes et les raisons de leur demande de protection. Selon ces témoignages, les audiences que les jeunes attendent pendant plusieurs mois seront souvent très courtes. Dans certains accompagnements que nous avons pu effectuer, nous avons constaté des durées des audiences oscillant entre 10 et 15 minutes. Les jeunes nous faisaient aussi partie de leur incompréhension concernant le langage utilisé lors de ces audiences et les explications qu'ils ont pu obtenir concernant la procédure. Nous avons aussi pu repérer certains cas où des magistrats auraient émis des décisions de non-lieu assistance éducative sans même convoquer les jeunes concernés à l'audience. Après une décision judiciaire négative en première instance, il existe la possibilité de la contester devant la Cour d'appel, ce qui implique un délai d'attente supplémentaire d'entre 3 et 6 mois pour obtenir une nouvelle décision judiciaire. En lien avec ce long délai, il faut aussi signaler rapidement que les conditions d'accueil pendant la phase d'évaluation, que ce soit au niveau administratif ou judiciaire, sont très variables. Lors de nos actions de terrain dans la ville de Paris, nous avons pu rencontrer des groupes importants de jeunes se déclarant mineurs isolés qui étaient en situation de rue ou au mieux mis à l'abri temporairement dans des hôtels ou dans un gymnase. Certains de ces jeunes ont été finalement reconnus mineurs isolés en instance judiciaire suite à une procédure qui s'était prolongée pendant des mois, voire des années. Et pourtant, leurs conditions de développement et leurs possibilités d'accéder aux droits fondamentaux, et notamment à une scolarité, étaient fortement compromises pendant de longues phases de cette procédure. D'autres jeunes, qu'on qualifie comme mineurs, ont pu parfois accéder à une solution d'hébergement et un accompagnement éducatif dans le cadre de programmes ad hoc financés par l'État. En somme, le caractère hautement aléatoire de l'instruction de l'évaluation ainsi que des solutions provisoires proposées pendant cette procédure aux jeunes candidats au statut mineur isolé nous semble fortement en contradiction avec la définition et l'interprétation du principe d'intérêt supérieur de l'enfant que nous défendons. Je ne dispose pas vraiment du temps pour aborder les conditions de prise en charge des jeunes qui sont reconnus mineurs isolés, mais de nombreuses questions émergent aussi par rapport à la conformité des normes et des pratiques au principe d'intérêt supérieur de l'enfant. Je formulerai quelques exemples. Quel intérêt des fonds de temps, en dehors d'un partage non dissimulé de la charge financière, qu'on applique une répartition territoriale de l'accueil sans même pas consulter l'avis du mineur? Comment peut-on justifier l'absence généralisée de tutelle, avec tous les problèmes juridiques qui sont associés, dans nombre de départements français? Peut être dans l'intérêt d'un mineur isolé de prolonger son hébergement en hôtel jusqu'à la majorité, ou de leur refuser de l'assister pour ouvrir un compte bancaire afin qu'il puisse être rémunéré lors des formations en alternance? Ces exemples de questions, ainsi que les nombreuses situations de délaissement repérées lors de nos actions de terrain, montrent bien que le statut du mineur isolé étranger requiert de façon urgente une réglementation claire, précise et uniforme, permettant de garantir aux jeunes demandeurs et aux bénéficiaires de la protection des règles et pratiques non opaques, non aléatoires, non discriminatoires et surtout respectueuses des principes du droit international des droits de l'homme, en particulier du principe d'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est aujourd'hui, dans notre analyse, loin d'être le cas. Merci beaucoup. Merci Daniel Senovilla. Oui, on commence fort parce que cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant, non seulement dans son principe, mais dans sa pratique, c'est évidemment une asymptote, c'est quelque chose vers lequel on tend et vous avez montré les difficultés qu'on peut avoir. En tout cas, ce qui sera important de discuter, on le fera à la fin des interventions, c'est non seulement la pratique, mais non seulement la théorie, mais comment justement les pratiques
des allers-retours entre la théorie et la pratique sur cette question. Pour pas, je me disais en vous entendant combien c'est important de voir les choses, mais aussi combien c'est important de ne pas opposer ceux qui pensent et ceux qui font, pour que justement ces questions-là, c'est l'objectif de notre journée. Et en tous les cas, vous l'avez posé avec un certain nombre d'éléments importants. Alors, on va continuer pour pouvoir ensuite interagir. Alors, c'est Dominique Versini, si tu veux bien nous donner des éléments donc complémentaires de ton point de vue sur cette question. Oui, effectivement, après cette intervention éminemment à charge, il me revient quand même de dire que, comme tu l'as dit, il faut bien distinguer ceux qui pensent et ceux qui font, mais quand ceux qui pensent et ceux qui font travaillent ensemble, c'est quand même ce qui est mieux. Pour notre part, je l'ai déjà dit, nous avions bien eu conscience de la façon dont nos services avaient été bousculés par les arrivées massives de jeunes sur Paris. Et pour notre part, nous nous fions et nous suivons, je dirais quasi religieusement, les recommandations du Défenseur des droits. Et dans le plan que nous avons mis en place et qui a été adopté à l'unanimité du Conseil de Paris en avril 2015, nous nous sommes efforcés de répondre à l'ensemble des recommandations du Défenseur des droits, qui a d'ailleurs examiné depuis le dispositif parisien, qui est loin d'être parfait, qui s'est bien amélioré, mais en tout cas qui tend et qui a une volonté politique ferme, et je tiens à le dire, monsieur, parce que j'ai été défenseur des enfants, donc je sais ce que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, et l'intérêt supérieur de l'enfant est quelque chose qui mobilise tout le monde ici. Personne n'a envie de laisser les jeunes dans la rue, personne n'a envie de... Mais nous avons bien entendu que vous considérez qu'il n'y a pas de dispositif suffisamment clair. Pour notre part, nous sommes vraiment sur le terrain. Nous devons faire face à des situations qu'il faut résoudre dans le respect d'un cadre légal et dans le respect d'un certain nombre, effectivement, d'imprécisions. Le plan que nous avons conçu, si nous avons mis en place un plan d'accueil et d'accompagnement des mineurs isolés étrangers, c'est parce que nous avions parfaitement conscience, d'ailleurs bien avant que le Défenseur des droits fasse ses recommandations, parce que moi-même, ayant été défenseur des enfants, j'avais fait moi-même des préconisations et je ne suis pas devenue amnésique parce que j'ai été élue. Au contraire, je suis élue de tous les Parisiens et des enfants qui sont sur le territoire de Paris, dont ceux-là. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Paul Raymond, le nouveau directeur de la DASES, on a vraiment construit un dispositif dont d'ailleurs, mais je vous renvoie quand même aux recommandations du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits, j'imagine que vous l'avez lu quand même, dit que vraiment ce plan a valeur de modèle et qu'il n'en a vu aucun autre en France. Il n'a pas dit pour autant que tout était réussi, mais il le dit ça, et c'est quand même extrêmement important. Et nous, je ne vais pas revenir sur toutes les mesures qu'on a mises en place, mais je vais repasser en revue le parcours d'un jeune en montrant les choses qui ont avancé et celles qui restent encore à améliorer. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes arrivent sur le territoire parisien, beaucoup sont proches de l'âge de la majorité, et la partie la plus difficile, évidemment pour un jeune qui arrive en France, c'est l'entrée dans le dispositif de protection de l'enfance, qui impose, et c'est comme ça, c'est les textes, en amont, de s'assurer que le jeune est à la fois mineur et à la fois isolé. C'est les textes, et peut-être faut-il changer la loi encore, mais en attendant, c'est ce qui est prévu. Et dans ce cadre, ce que nous avons fait, c'est que vous le savez, nous avons lancé un appel à projets qui a permis de créer un nouveau dispositif d'évaluation de mise à l'abri des mineurs isolés. C'est la Croix-Rouge française, le DEMI, qui a démarré en début de l'année 2016 ce projet. On a mis en place une équipe pluridisciplinaire, polyglotte, avec des juristes, une infirmière à mi-temps, qui va devenir une infirmière à plein temps, un psychologue. On a renforcé encore les équipes du DEMI face aux arrivées de jeunes. Et l'idée était tout jeune qui arrive doit être mis à l'abri immédiatement, tout jeune qui se dit mineur. C'est le cas. Il y a pu avoir quelques situations peut-être qui n'ont pas été réglées
de façon immédiate, mais je peux vous assurer, monsieur, que c'est le cas. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Vous le savez, les jeunes se présentaient à la PAOMI et ils avaient un rendez-vous 1 mois après, 2 mois après. Là, les jeunes arrivent et sont mis à l'abri. Certes, dans un dispositif hôtelier, rien n'est parfait et nous relancerons un appel à projet pour avoir un dispositif d'accueil collectif. Mais en attendant, nous travaillons en permanence sur cet accueil hôtelier qui présente des imperfections, nous le reconnaissons, mais qui tente à s'améliorer. Dans l'intérêt des jeunes, nous en sommes convaincus. Ce qui est le plus difficile, mais il faut se le dire, moi je ne vous dis pas ce qu'on fait, c'est formidable, mais je vous dis que vraiment, je peux vous dire que chaque jour nos équipes tendent à améliorer le dispositif, sous une pression inimaginable. La pression que subit le SEMNA et que subit le DEMI sont inimaginables. J'admets ce que disent les gens de terrain, les soutiens, les bénévoles, et je les respecte. Mais aussi, il y a des gens qui sont aussi dans une parfaite honnêteté et qui essayent de faire au mieux. Il y a parfois des imperfections, on le voit bien. Parmi les jeunes qui font l'objet d'une décision de non-admission, c'est vrai, 20% sont finalement reconnus mineurs par la justice. Et c'est pour cela que nous allons continuer à progresser et à mettre en place un groupe d'évaluation. Vous pourrez en faire partie, si ça vous intéresse, pluridisciplinaire, avec les institutions, avec les associations de protection de l'enfance, avec la justice, pour ensemble élaborer, et on attend aussi que l'État mette en place cette grille de référence sur qu'est-ce que c'est qu'un mineur isolé et qu'est-ce que c'est qu'un mineur non accompagné, et un mineur d'abord, comment on évalue un mineur. C'est pas juste en le regardant. C'est plus compliqué que ça, et il y a des règles. Et il y a des jeunes qui ont des papiers, malheureusement, qui sont reconnus non conformes par le Bureau de la fraude documentaire. Et ça, moi, je ne sais pas comment faire. C'est comme ça. Je ne sais pas faire quand le préfet de police dit que les documents ne sont pas conformes. Donc, nous nous sommes rapprochés du préfet de police et nous avons demandé à ce que le Bureau de la fraude documentaire nous aide, dès le début, pendant la période d'évaluation, à reconnaître la validité ou pas des documents. Ce n'est pas simple. Donc, je le dis, et j'en informe, un groupe de travail pluridisciplinaire va se mettre en place avec nos équipes, avec la justice, avec les associations, avec les services de la chancellerie qui travaillent sur un référentiel pour continuer à progresser. Car moi, ce que je dis toujours à mes équipes, il n'y a pas de problème d'argent à la ville de Paris. Nous avons les budgets. Nous n'avons pas de problème à prendre en charge des jeunes s'ils correspondent aux critères. Je veux vraiment le dire. Ce que je veux, c'est que nous soyons justes, que nous prenions la juste décision. Si les jeunes sont mineurs, il n'y a aucun problème pour le prendre en charge. Si les jeunes n'est pas mineur, nous ne pouvons pas le prendre en charge. Ça doit se situer à un autre niveau. Et je dirais notre bonne volonté va à un tel degré que la ville, qui n'est compétente que pour les mineurs, prend en charge des jeunes majeurs scolarisés qui n'ont jamais été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du seul fait qu'ils sont scolarisés dans nos établissements ou bien que nous ne soyons pas compétents, nous considérons, et c'est 100 jeunes qui sont actuellement pris en charge en partenariat avec l'État, dont je rappelle quand même qu'il est en charge des majeurs. Donc, sur la mise à l'abri, j'en ai parlé, j'ai dit tout jeune qui se présente, et je le dis toujours, si vous avez un jeune mineur dont vous êtes sûr de la minorité, amenez-le, il sera pris en charge immédiatement. Une deuxième évaluation sera faite. Ma conseillère, Flore Capelier, travaille en permanence avec l'équipe de l'aide sociale à l'enfance, et ça arrive tous les jours que sur des sollicitations d'associations, nous demandions une deuxième évaluation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet un peu compliqué. Une fois qu'un jeune est évalué mineur, donc il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera complètement. Il est admis donc dans le dispositif d'accueil temporaire le temps de la décision définitive du juge. Dans ce cadre, il faut le reconnaître encore, pas pour se trouver des excuses, mais enfin, il y a eu un blocage de la cellule de répartition nationale du ministère de la Justice pendant 1 an. Et donc c'est vrai que pendant 1 an, il y a un nombre extrêmement important qui ont été bloqués dans le système d'accueil temporaire. En partenariat avec le parquet de Paris, un certain nombre d'enfants, le parquet mineur a mis à l'abri un nombre important d'enfants
bien qu'étant dans un dispositif alors qui reposait sur aucun cadre légal, ils ont été pris en charge. Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que au terme de l'évaluation, si le jeune est reconnu majeur, il est orienté effectivement par la cellule nationale dans un des différents départements. Vous avez dit, mais oui, c'est pas possible de le faire sans demander à l'enfant de choisir. Je comprends votre point de vue. Enfin, c'était à peu près ça. Mais si l'on veut offrir aux enfants mineurs isolés étrangers une bonne prise en charge, il faut que chaque département participe. Nous sommes face à une problématique internationale, nationale. Donc on est obligé de fonctionner comme ça et je pense que cette disposition qui est dans la loi de 2016 est une disposition qui sauve la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Enfin, pour terminer, je pense que j'ai dépassé tous mes séjours, tous mes délais, et le docteur Bouzna doit être dans tous ses états. Mais c'est le sujet qui met les gens dans tous leurs états. Nous mettons 80 millions. Ce n'est pas un problème de mettre un peu plus. Mais on a besoin de clarification. La bonne volonté, elle est là, la volonté politique, elle est là. On n'est pas tout seul. Et il y a un autre problème quand même, le dernier qui concerne ces jeunes, c'est que quoi qu'il en soit, s'ils sont arrivés à plus de 15 ans, il y aura toujours le problème de leur situation administrative. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai rencontré le préfet de police et je lui ai demandé que nous puissions examiner la situation de ces jeunes dans les 6 mois qui précèdent leurs 18 ans. Il a donné son accord. Parce que jusque-là, vous savez bien que la préfecture de police n'acceptait pas que les jeunes que leur dossier soit examiné tant qu'ils n'avaient pas le 18 ans révolu. Maintenant, on va pouvoir commencer 6 mois avant et nous avons un service qui est spécialement chargé de les accompagner dans l'accomplissement de leur démarche administrative. Voilà ce que je peux vous dire en tant qu'adjointe en charge de la protection de l'enfance. Ils relèvent de la protection de l'enfance lorsqu'ils sont mineurs. Il y a beaucoup de jeunes majeurs. Il y a 1400 jeunes majeurs à Paris. Parmi eux, 900 sont des jeunes qui étaient des mineurs isolés étrangers. Eh bien, je pense que nous sommes le département qui accueille le plus de jeunes en contrat jeunes majeurs. Et je dois dire que ça fait partie de notre volonté politique. Après, c'est un dispositif compliqué. On ne peut pas tout résoudre. On n'a pas de baguette magique. Merci. Merci beaucoup Dominique et merci d'avoir dit merci, rendu hommage, j'allais dire, mais dit merci aux services qui s'occupent concrètement sur le terrain. Ça va être difficile de gérer les passions parce qu'elles sont légitimes sur ce sujet, mais on va essayer quand même que les différents fragments puissent se potentialiser. Marie Derain, donc ex-défenseur des enfants et maintenant conseillère de la ministre Laurence Rossignol sur ces questions. Marie, on t'écoute, tu vas faire la synthèse? Je ne sais pas. Je suis désolée que la défenseure des enfants actuelle n'arrête pas d'entendre parler et des anciennes défenseurs des enfants et les entendre parler, mais en même temps, je trouve très intéressant de voir comment, d'une place à l'autre, on se trouve effectivement passionné par le sujet, parce que c'est une histoire d'aventure humaine et qu'on ne peut pas faire autrement que d'être passionné. Alors, il y a un journaliste qui, il n'y a pas très longtemps, m'a demandé comment je soignais ma schizophrénie en ayant été défenseur des enfants et aujourd'hui en étant au sein du gouvernement auprès d'un ministre pour essayer de faire avancer notamment les questions de mineurs isolés étrangers. Conseiller droits de l'enfant, c'est pas banal, mais ministre pour Laurence Rossignol de l'enfance, c'est pas banal non plus parce qu'on a l'impression surtout de devoir très souvent mettre le pied dans la porte pour faire entendre la voix des enfants. Et la dimension des droits de l'enfant est sur la question des mineurs isolés étrangers, des MNA comme les appelle désormais le garde des Sceaux. On est tout le temps dans cette posture-là, avec à la fois des mesures à prendre très légales, d'organisation, administrative, réglementaire, qui permettent de stabiliser la situation de ces enfants-là le plus possible, dans le respect des droits de l'enfant, et puis qui permettent aussi aux professionnels de faire le travail du quotidien et aux politiques d'assumer leurs responsabilités. Et ce que Dominique Versini vient de nous expliquer, c'est exactement ces équilibres-là
qui sont éminemment fragiles, impactés par plein d'autres enjeux que je vais essayer d'identifier avec vous. Alors, la question des mineurs isolés étrangers, elle est très récente, puisqu'au fond, elle est arrivée au début des années 2000, un peu plus formellement. Il y avait bien sûr des enfants qui arrivaient par des biais pas toujours très identifiés en France. Elle est arrivée, rappelez-vous, à Paris, en 2002, notamment, c'est là où on a commencé vraiment à s'attaquer à la question, par une entrée par le mode plutôt de la délinquance. En tout cas, c'est comme ça qu'elle avait été abordée. Alors, la plupart d'entre vous connaissez par cœur cet épisode-là. C'était les enfants roumains qui braquaient les parcs-mètres, et on les voyait parfois faire. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu faire avec simplement un tournevis. Ça a révolutionné la vie des Parisiens, puisqu'après, on n'avait plus de parcs-mètres à pièces, mais des parcs-mètres à cartes. Je fais bien sûr un énorme raccourci en disant ça, mais c'est un tout petit épisode qui nous fait rentrer un peu brutalement dans la question des mineurs isolés étrangers. Et puis, le temps avance, et au fond, parmi les premiers grands actes de tentative de pensée d'une réponse judiciaire, réglementaire et administrative, tout ça dans cette coordination se formalise en 2007 dans un rapport du préfet Landrieux, qui, à ce moment-là, avait imaginé des plateformes régionales qui pourraient avoir un lieu, une fonction de coordination des différents acteurs et de construction des réponses à apporter à ces enfants. Entre-temps, il s'était passé plein de choses, notamment du côté de la justice, dans la nature des réponses à apporter à ces mineurs, avec un groupe de travail actif avec la Roumanie, qui avait imaginé quelque chose qu'on a un petit peu laissé tomber aujourd'hui. C'est la question des relations avec les pays d'origine de ces enfants, des réponses à identifier aussi de ce côté-là, au moins la mobilisation de ces États, et puis des réponses, y compris pour envisager le retour, non pas à court terme, pour traiter à court terme la problématique des enfants qu'il faudrait ramener pour s'en débarrasser, avec énormément de guillemets quand je dis ça, mais qui pourrait à moyen terme être un véritable projet de vie, à 5 ans, 10 ans, de retourner la tête haute dans son pays avec une formation, potentiellement un métier à pouvoir exercer. Ça, c'est des choses qu'on n'évoque plus du tout, mais du côté du groupe qui existait avec la Roumanie, c'est des choses qui étaient très actives et qui fonctionnent. On me dit encore de la tête que ça fonctionne encore, en tout cas pour le parquet parisien. Et puis, nouvelle étape, l'afflux augmente grandement, on n'a pas tellement de chiffres, et là, une ministre, garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, se dit en 2010 en 2009 exactement, qu'il faut essayer d'en savoir un peu plus sur la situation des mineurs isolés étrangers, qui a beaucoup évolué, qui a vraiment changé complètement de par les nationalités d'origine des mineurs. Là, on est complètement dans l'Afrique subsaharienne, plus la crise afghane, pakistanaise, enfin les crises afghanes, pakistanaises, qui ont radicalement changé le profil de ces mineurs-là. On l'identifie relativement mieux depuis 2008, mais on n'apporte pas encore de réponse suffisamment spécifique, et l'État ne s'y intéresse pas plus que ça. On laisse les départements seuls face à ces difficultés. Et en 2010, Isabelle Debré, qui est sénateur des Hauts-de-Seine, est nommée en mission par Michèle Alliot-Marie, et je suis la petite main qui l'a aidé à conduire cette mission, à rédiger le rapport qui s'en est suivi et à élaborer des propositions qui, enfin, mobilisent un petit peu l'État sur ces questions-là. Je le dis prudemment un petit peu, puisque on n'a pas complètement réussi à organiser cette question-là pour des enjeux qui sont aussi des enjeux de politique générale. Et la question de la dénomination des mineurs isolés étrangers ou des mineurs non accompagnés, de ce point de vue-là, elle n'est pas du tout banale, et elle n'est pas du tout à négliger. C'est-à-dire ces enfants-là, où est-ce qu'on les traite et comment on les traite? Est-ce qu'on les traite prioritairement par leur extranéité, avec le risque que moi j'ai beaucoup approché en 2010, d'avoir du coup une question de politique migratoire à envisager, ou est-ce qu'on les traite comme nous y invite la Convention des droits de l'enfant, et sans hésitation à l'aborder du point de vue de leur minorité, de la protection qui leur est due au nom de la Convention des droits de l'enfant,
Je suis sûre que plein d'autres, et notamment Geneviève Avenard, la défenseure des enfants, reviendra sur ce point-là, donc je ne vais pas du tout m'attarder, mais c'est pas banal. Et passer du mineur isolé étranger au mineur non accompagné, du point de vue de la ministre de l'Enfance, n'est pas totalement satisfaisant, parce alors on voit bien qu'on a effacé l'extranéité, ce dont on peut se satisfaire, mais la notion de l'accompagnement peut être assez souple et fluctuante et ne pose pas tout à fait la question du détenteur de l'autorité parentale, qui devrait, à mon avis, être, du point de vue de la ministre, être prioritairement posée. Alors, la loi ne définit pas effectivement qui sont ces mineurs, parce qu'on n'a jamais défini la terminologie, c'est vrai, ni en 2007 ni en 2016. En 2016, on sait pourquoi on ne l'a pas fait, c'est que c'était un chantier qui était extrêmement compliqué, puisqu'il fallait remodifier pour une bonne partie le Code de l'action sociale et des familles au travers de la loi de 2007 et de ce qu'avait posé la loi de 2007. Donc on a renoncé à ça. En revanche, c'est effectivement, et du coup ça me permet de passer à la présentation de où en est l'État dans son application, le gouvernement, l'État, oui, on va dire le niveau national dans son application pour les mineurs isolés étrangers aujourd'hui, les mineurs non accompagnés aujourd'hui. La loi de 2016 a d'abord donné la base légale à la répartition nationale, ce qui était nécessaire. Dominique Versini l'a rappelé. Le Conseil d'État avait invalidé pour partie la circulaire de Christiane Taubira de mai 2013, qui a eu pour conséquence d'affaiblir la possibilité de contraindre les départements dans la prise en charge des mineurs. C'est pour ça que la cellule, on peut pas dire n'a tout à fait été bloquée, parce que c'est pas vrai. Des départements ont continué à jouer le jeu dans la répartition nationale, mais un certain nombre de départements ne jouaient plus le jeu, donc on était dans un système qui était absolument dysfonctionnant et qui a surtout engorgé, ou en tout cas surchargé un certain nombre de départements. Aujourd'hui, la cellule est repartie. C'est la cellule auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le ministère de la Justice, avec une double activité sur les enjeux de répartition, mais aussi de production d'outils communs. On est très en proximité, forcément, les deux ministères, pour faire avancer ces sujets-là, comme on l'a été aussi pour faire avancer les questions autour de la loi, avec les critiques qu'on peut lui faire, notamment, alors outre, vous savez, la base légale donnée à la répartition nationale, une des grandes discussions a été les tests osseux, avec deux approches différentes, celle de considérer qu'il fallait absolument pas en parler. C'est pas l'approche que le gouvernement a retenue, et c'est pas l'approche de la ministre Laurence Rossignol, qui à mon avis, a la volonté d'assumer ses responsabilités. Quand on est politique, il faut passer aussi par là. Et de temps en temps, se dire qu'encadrer permet de limiter. Et on le voyait bien au travers des recours qu'il y avait sur les tests osseux, parfois immédiats. Laurence Rossignol a préféré, dans la loi, proposer qu'il y soit vraiment recouru en dernier ressort. Je pense aussi qu'on va y revenir dans la journée, et du coup de considérer d'abord les papiers d'identité, le récit du jeune, et notamment son parcours d'exil, avant que de recourir aux tests osseux. Aujourd'hui, les enjeux pour les mineurs isolés étrangers, les MNA, pardon, j'ai un petit peu de mal à choisir mon camp, vous le voyez, on est aussi dans... Il y a plein de questions qui se posent au travers de ce qu'on observe maintenant assez intensément depuis, on va dire, une dizaine d'années pratiquement, enfin très intensément depuis 2010. C'est, au fond, et je me faisais la réflexion encore en entendant Dominique Versini, quand est-ce que ces mineurs isolés étrangers, ils arrêtent d'être mineurs isolés étrangers, notamment dans le passage adulte? Moi, ça fait un petit moment que cette question me taraude, et on essaie de la porter avec Laurence Rossignol et les autres ministères concernés de manière un peu intense, et il nous a semblé qu'avant même la loi de 2016, une circulaire s'imposait, notamment pour positionner l'État dans la manière dont
dont les services de l'État peuvent se mobiliser pour venir en soutien. Elle s'appelle comme ça, cette circulaire de janvier 2016. C'est une circulaire interministérielle sur la mobilisation des services de l'État auprès des conseils départementaux, qui vise, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut vraiment le coup. Je ne vais pas pouvoir entrer trop dans le détail, mais je voudrais simplement vous dire d'abord qu'elle fait 35 pages, plus de 35 pages, et qu'elle a un certain nombre d'annexes qui sont extrêmement techniques et pratiques, et qui concernent tous les aspects de la vie quotidienne d'un mineur isolé étranger, et notamment cet aspect de l'accès à un statut. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, puisqu'on les a positionnés très clairement dans la protection de l'enfance, les mineurs isolés étrangers, il y a la circulaire qu'ils posent de cette manière-là, il y a la loi qu'ils posent de cette manière-là, comment effectivement on mobilise aussi tout ce qui existe dans le dispositif de protection de l'enfance, renforcé par la loi du 14 mars 2016, pour stabiliser les statuts de ces jeunes-là. Dominique Versini a parlé de l'entretien obligatoire pour ces mineurs avant leur majorité. C'est aujourd'hui une obligation, comme son nom l'indique, pour les mineurs qui sont dans le système de protection de l'enfance. Comment on le met en œuvre 6 mois, c'est 1 an avant la majorité, l'entretien, ou 6 mois pour les mineurs isolés étrangers. Comment, s'ils arrivent, vous savez qu'ils arrivent souvent bien tardivement, comment on le met en œuvre aussi pour eux? Comment on mobilise aussi le projet pour l'enfant pour eux, avec toute cette ouverture qui est proposée dans le projet pour l'enfant, d'élaborer véritablement un projet de vie à moyen et quand ils sont plus âgés, long terme pour eux. Comment on le fait avec leur point de vue, comme vous le disiez, monsieur, comment on le fait avec le point de vue de ce qui est mobilisable ou avec ceux et celles qui sont mobilisables dans leur environnement, c'est-à-dire comment on bascule d'un statut tout particulier de mineur isolé étranger, de MNA, à un statut qui s'approche du statut de droit commun du mineur à protéger ou du jeune majeur à continuer de protéger. Voilà, je ne vais pas détailler l'ensemble de la loi de 2016. En termes d'enjeux, vraiment pour terminer et pour conclure, c'est véritablement un défi pour les départements à plein d'égards, on le sait parfaitement. On essaie de développer des outils pour certains qui sont déjà bien posés pour venir en soutien des départements. Vraiment, cette circulaire de janvier 2016, je vous invite à la regarder de près. Mon regret, c'est de ne pas encore mobiliser suffisamment les affaires étrangères pour travailler avec les pays d'origine, à la fois pour mieux évaluer les situations des enfants et à la fois, encore une fois, c'est toujours un peu pas politiquement correct, mais moi je pense que c'est extrêmement difficile, et on y reviendra, j'en suis sûre aussi dans la journée, de quitter son pays, et que très souvent, une intention importante, c'est de pouvoir y retourner et de pouvoir rejoindre les siens. Comment on peut essayer, sans en faire une question idéologique, de réfléchir à ces questions-là. Le défi, c'est le défi du nombre. Alors on l'identifie davantage depuis janvier que depuis 1 an en arrière, et en particulier ces derniers mois. Pour vous donner une petite indication, 5 365 mineurs accueillis au 10 octobre 2016, plus que l'année tout entière 2015. Et puis l'autre petit indicateur, c'est qu'en ce moment sont évalués mineurs, depuis la mi-septembre, depuis 1 mois, 250 jeunes sur le territoire français par semaine. Donc vous voyez, bon, c'était prévisible par rapport aux flux migratoires et à ce qui pouvait être annoncé, mais voilà. C'est pour vous dire que le défi du nombre, c'est pas une mince affaire, et on sait que les grandes villes, comme Paris, sont particulièrement concernées par ces questions-là. Je voudrais vraiment vous redire qu'il faut qu'on arrive à mobiliser, notamment avec les évolutions de la loi de 2016, tous les outils qui permettent de faire entrer ces jeunes dans les dispositifs de droit commun. Et puis, un dernier enjeu, et vous êtes très nombreux à être là aujourd'hui, ça signifie sans doute qu'il est extrêmement important, c'est réussir à développer des formations spécifiques qui, à la fois, fassent considérer ces mineurs réellement comme des mineurs à protéger, mais à la fois aussi permettent de prendre en compte ce qu'ils sont dans la dimension notamment interculturelle. Et ce défi-là, il est du côté de la formation des professionnels, et sans doute aussi la structuration des services, des services de l'aide sociale à l'enfance, d'avoir de véritables référents sur cette question-là, qui soient spécialement formés à ces questions-là par toutes les entrées,
plus du domaine de la psychologie, mais aussi du domaine administratif, des questions de statut, enfin tous ces sujets-là qui sont importants. Alors grâce à la cellule et à la mobilisation interministérielle, on imagine qu'on pourra passer à la vitesse supérieure sur la question de la création des outils, et on sait, et on remercie tous ceux qui participent aux différents groupes, on sait qu'on peut compter sur les expérimentations qui se passent dans les départements, ce qui est fort enrichissant parce qu'on ne pourrait pas l'inventer seul, bien évidemment. Merci. Merci Marie. Ouais, non, c'est des défis, juste je retiens le défi, le défi de formation, mais il y en a eu d'autres, tu l'as dit, les défis des définitions, des engagements, et le dernier donc de la formation pluridisciplinaire. Et effectivement, on a dû refuser du monde aujourd'hui, hein. Ça veut dire que cette question elle mobilise et que c'est très important. Alors, ça sera une introduction, cette table ronde. Nous avons posé des éléments simplement, mais fortement. On les retrouvera donc tout au long de la journée. Il y a aussi, j'ai pas cité d'ailleurs tout à l'heure, la revue L'Autre qui est là, la clinique transculturelle.org et AnthropoWeb, où on retrouve des outils et des textes et des éléments là-dessus. Alors j'attends les textes de Pavot, les dessins, oui, pardon, mais c'est des textes. Je suis là. Où il est Je suis là. Oui, effectivement, j'ai 3 petits dessins. J'en ai un premier pour illustrer les propos de M. Senovilla qui parlait de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une expression que je n'ai jamais vraiment compris, je crois. Alors peut-être tu l'as dessiné. Voilà. C'est ça. Parce que pour qu'il y ait un intérêt supérieur, ça suppose qu'il y ait des intérêts inférieurs. Enfin, voilà, je sais pas. Et oui, alors j'ai un autre dessin pour illustrer les propos de Madame Bersini qui évoquait l'accueil hôtelier des mineurs à Paris. Et bon, c'est facile, il fallait que je la fasse, mais voilà. Ah oui. Ouais. C'est très moyen. Et il faut écouter l'ensemble, Pavot. Pardon ? Je dis l'ensemble. Et puis j'ai un dernier dessin, vous évoquiez tout à l'heure ceux qui réfléchissent à la question et puis ceux qui font. Donc j'ai dessiné un de ceux qui font, un de ces travailleurs sociaux qui travaillent auprès des mineurs isolés, et je l'ai dessiné en train de discuter avec son fils, à lui. Bon. Il a l'air heureux, le mineur douceur, isolé. Voilà. À tout à l'heure, merci.